Intéressons-nous maintenant au circuit rétinien, c'est-à-dire au réseau de neurones de la rétine qui sont responsables de la transduction des signaux lumineux. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette image, au niveau de la paroi de la choroïde, les cônes et les bâtonnets ils sont enchâssés dans des cellules que l'on nomme les cellules de l'épithélium segmentaire. On voit également que les photorécepteurs se connectent à d'autres neurones pour, évidemment, transmettre leurs informations vers les régions du cerveau en charge du traitement des informations visuelles. Lorsque la lumière atteint l'épithélium segmentaire, cela entraîne une cascade de processus nerveux impliquant 5 types de cellules. Détaillons-les maintenant. Donc, la rétine, elle contient en effet 5 types de neurones. Donc, les photorécepteurs, évidemment, qui détectent la lumière, puis les cellules ganglionnaires, les cellules bipolaires, les cellules horizontales et les cellules amacrines. Voyons comment cela se passe concrètement et comment ces différents neurones interagissent lorsque des signaux lumineux atteignent la rétine. Donc la lumière, elle traverse verticalement les différentes couches de cellules que sont les cellules ganglionnaires et les cellules bipolaires avant d'atteindre les photorécepteurs, c'est-à-dire les cônes et les bâtonnets. Dans un plan horizontal, on retrouve également des cellules horizontales et amacrines qui sont responsables des interactions latérales entre les photorécepteurs et les cellules bipolaires. Donc les cônes et les bâtonnets qui se connectent avec les cellules bipolaires qui elles-mêmes se connectent avec les cellules ganglionnaires, eh bien, elles présentent des architectures de connexion différentes, ce qui explique dans une certaine mesure les différences fonctionnelles entre ces deux types de photorécepteurs et donc entre vision centrale et vision périphérique. Les cônes, en effet, ils présentent une architecture de connexion de type 1 pour 1, c'est-à-dire que chaque cône est connecté à une seule cellule bipolaire qui elle-même est connectée à une seule cellule ganglionnaire. Donc, cela explique leur résolution spatiale élevée car ce type de connexion permet d'identifier de façon très précise la localisation des stimuli lumineux sur la rétine. En effet, au moment de l'intégration des informations visuelles, le cerveau saura exactement d'où vient le signal, en l'occurrence du cône en question. L'architecture, en revanche, elle est complètement différente pour les bâtonnets. Donc elle est de nature convergente, c'est-à-dire que plusieurs bâtonnets, 3 ici mais bien plus dans la réalité, se connectent, convergent sur une seule et même cellule bipolaire. Plusieurs cellules bipolaires convergent ensuite sur une seule et même cellule ganglionnaire. Donc cette architecture, elle explique leur faible résolution spatiale. Pourquoi ? Eh bien parce que le cerveau, lorsqu'il intègre les signaux en provenance des cellules ganglionnaires, il est incapable d'identifier lequel des bâtonnets a détecté l'information. Okay, ça peut être un des 6 qui sont là. Ça diminue ainsi la qualité de la localisation du signal lumineux et donc la résolution spatiale. Voilà, nous avons vu ce qui se passait de façon localisée au niveau de la rétine. Maintenant, voyons comment les informations reçues par la rétine sont transmises jusqu'aux zones du cerveau en charge de l'intégration et du traitement des informations visuelles en parlant des voies visuelles centrales. Donc, dans un premier temps, les informations visuelles, elles quittent la rétine par les axones des cellules ganglionnaires via ce que l'on appelle la papille optique. Les axones des cellules ganglionnaires, en se regroupant, ils forment alors le fameux nerf optique. Vous avez ici une coupe horizontale du cerveau en vue supérieure. Donc, on voit les axones des cellules ganglionnaires se regrouper pour former le nerf optique et quitter la rétine vers la partie postérieure du cerveau. Le nerf optique, il se dirige dans un premier temps en direction d'une zone que l'on appelle le chiasma optique et qui se situe à la base du diencéphale. À ce niveau, il y a 60% des fibres axonales du nerf optique qui décussent, c'est-à-dire qui projettent vers la partie contralatérale du cerveau. Par exemple, 60% des fibres en provenance de la rétine droite projettent du côté gauche, alors que les 40% restants, eh bien, ils restent du côté ipsilatéral, c'est-à-dire du même côté. Après le chiasma optique, les fibres elles se regroupent de nouveau pour former non plus le nerf optique, mais le tractus optique. Donc évidemment, la différence entre le nerf optique et le tractus optique réside dans le fait que le tractus optique il est composé de fibres provenant des deux rétines. Les axones
des cellules ganglionnaires vont ensuite faire synapse dans des noyaux situés au niveau du thalamus, ce qu'on appelle les corps genouillés latéraux. Les neurones des corps genouillés latéraux envoient ensuite leurs axones vers le cortex cérébral au niveau du lobe occipital et donc au niveau des aires en charge de l'intégration et du traitement des informations visuelles, donc à savoir les aires visuelles primaires et secondaires. C'est cette voie qui est responsable de la perception visuelle consciente. Donc, où les informations visuelles sont-elles intégrées dans le cerveau? Donc déjà, vous voyez ici que c'est au niveau du lobe occipital. Donc l'aire visuelle primaire, elle reçoit et elle intègre les informations visuelles pour ensuite les distribuer aux aires visuelles secondaires. On retrouve 6 aires visuelles secondaires, chacune étant spécialisée dans un aspect particulier de la perception visuelle. Ainsi, lorsqu'une de ces aires est lésée, les altérations des fonctions visuelles qui en découlent sont très spécifiques. Pour vous donner un exemple, une personne qui avait subi un AVC ayant touché l'aire visuelle 5 était devenue incapable de voir les objets en mouvement. Elle ne percevait que des images fixes. C'est ce que l'on nomme une akinétopsie cérébrale. Cela signifie que cette aire secondaire elle est impliquée dans la perception dynamique des images. Autres exemples, l'aire V2 joue un rôle très important dans la perception du contour des objets, alors que l'aire V4 est fortement impliquée dans la perception des couleurs. Vous trouverez dans la partie annexe de cette partie du cours une vidéo qui résume le fonctionnement du système visuel.